Bienvenue à cette exploration assez fascinante des soubresauts de l'or noir. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur plus d'un demi-siècle, 54 ans d'histoire du pétrole Brent. C'est une histoire mouvementée. Ah ça oui. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse vraiment détaillée de données hebdomadaires qui remontent jusqu'à la fin de Bretton Woods. Tout à fait. Notre but ici, c'est de comprendre un peu comment cette matière première, au départ, est devenue une arme géopolitique, ensuite un actif financier un peu spéculatif. Un jouet financier parfois. Exactement. Et pourquoi aujourd'hui, son avenir semble, disons, plus sombre avec la transition énergétique. On va regarder cette synchro incroyable avec l'or pendant des décennies, puis leur rupture récente et même une projection assez audacieuse pour 2026. Effectivement, on va essayer de décortiquer les grands cycles de cette période, identifier les moments clés, les tournants, et puis surtout analyser les forces profondes derrière tout ça. Monétaire, géopolitique. Et technologique aussi. Tout ce qui façonne ce marché pétrolier. Et on ira, oui, jusqu'à cette prévision d'un possible creux historique. Bon, alors commençons par le début. Et quel début? Janvier 71, décembre 80. Le prix du baril, il explose. C'est le mot. On passe de 1,81 $ à 35,69 $. C'est multiplié par 20 en moins de 10 ans. Ça, c'est pas juste l'offre et la demande classique, on est d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai détonateur, le point de bascule, c'est août 1971, la décision de Nixon. Ah, la fin de la convertibilité du dollar en or. Exactement. Bretton Woods qui s'effondre. Et là, le pétrole, qui était juste une énergie bon marché, change complètement de statut, presque du jour au lendemain. Il devient quoi, Eve? Une arme économique, politique redoutable. Les pays producteurs réalisent soudain le pouvoir qu'ils ont sur les économies occidentales. Et l'analyse d'EuropeX, elle pointe 3 moteurs puissants sur cette décennie. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ressemblent beaucoup à ceux de l'or au même moment. C'est ça qui est intéressant. D'abord, l'instabilité monétaire. La fin de l'étalon or, c'est le chaos, le dollar flotte et le pétrole devient un refuge, comme l'or. Une sorte de valeur tangible face à un dollar qui perd pied. Ensuite, la géopolitique qui prend le dessus. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui prend conscience de son pouvoir. Oui, et qui commence à l'utiliser. Les chocs de 73 Kippour et 79 l'Iran, ce sont les moments les plus visibles, mais c'est plus profond. Et l'analyse dit un truc passionnant. Le pétrole devient quasiment un étalon énergétique du nouveau système. C'est une très bonne formule, une sorte de référence incontournable, une monnaie bis, si vous voulez, indispensable au fonctionnement du monde industriel. Et le troisième moteur? Alors là, c'est plus physique, mais c'est crucial, le pic de production pétrolière aux États-Unis. Le fameux peak oil américain. Précisément, en 1971. Pile au même moment. Du coup, l'Amérique, première économie mondiale, doit importer massivement. Le pétrole devient une question de sécurité nationale. La dépendance s'installe. Et ce pic des prix fin 1980, il coïncide pile avec la cure Volcker aux USA. Simple hasard? Difficile de croire au hasard, là. Paul Volcker, le patron de la Fed à l'époque, il est obsédé par l'inflation. Il veut la casser coûte que coûte. Exactement. Et il prend une mesure radicale. Il monte les taux d'intérêt à 20%. 20%. Du jamais vu. L'effet est immédiat, brutal. Récession mondiale, la demande d'énergie s'effondre et cette fameuse prime géopolitique du pétrole, elle disparaît. Pouf! C'est la fin du premier acte, en quelque sorte. Et le début d'une nouvelle ère, beaucoup moins glorieuse pour le pétrole. Ah oui, après l'ivresse, c'est la gueule de bois. Une très longue descente. Presque 18 ans pour atteindre un plancher historique. 9,10 $ en décembre 1998. Pourquoi cette agonie? On entre dans ce que les économistes ont appelé la grande modération. C'est l'ère de la politique monétaire restrictive. On contrôle l'inflation. Voilà. L'inflation est maîtrisée, du coup, les actifs financiers, les actions, les obligations redeviennent intéressants. Ils offrent des rendements réels positifs. Donc, moins besoin de se réfugier dans les matières premières. Exactement. Détenir des actifs physiques comme le pétrole qui ne rapporte rien en soi, ça devient moins pertinent, moins attractif. Mais il y a aussi des facteurs propres au marché pétrolier lui-même, j'imagine? Bien sûr. D'abord, il y a l'Arabie Saoudite. Au milieu des années 80, elle décide d'ouvrir les vannes. Pourquoi? Pour regagner des parts de marché, perdues face aux nouveaux producteurs comme la mer du Nord,
le Mexique, c'est le fameux contre-choc pétrolier de 85-86. Les prix s'effondrent. Et en plus, on consomme moins. Oui, il y a les effets des efforts d'efficacité énergétique lancés après les chocs des années 70. Les voitures sont moins gourmandes, on isole mieux les bâtiments, la demande structurelle ralentit en Occident. D'accord. Et puis, le coup de grâce, si on peut dire, c'est la crise asiatique de 97-98. Ah oui, les tigres asiatiques à genoux. Et leur demande de pétrole qui plonge. Ça achève de plomber les prix. Et là, l'analyse, elle pointe en truc vraiment frappant. Pendant toute cette période de 71 et 99, le pétrole et l'or y bougent pareil. Comme des jumeaux, oui. C'est assez spectaculaire. Ils explosent ensemble dans les années 70, ils corrigent ensemble après, et ils touchent leur plus bas presque en même temps. Pétrole en décembre 98, or en août 99. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça montre qu'ils étaient vraiment perçus par les marchés comme répondant aux mêmes logiques profondes. Instabilité monétaire, inflation, géopolitique. Exactement. Et quand ces facteurs se calment, dans ce monde des années 90 qui devient plus désinflationniste, plus financiarisé, plus stable en apparence, ces deux actifs, ces reliques, perdent leur attrait, simultanément. Le besoin d'assurance contre le chaos diminue, quoi. Et puis, changement de millénaire, changement de décor. C'est une résurrection incroyable. De 9 $ fin 98, on s'envole à 143,95 $ en juillet 2008. Un sommet historique absolu. Et encore, une fois l'or fait pareil, il suit. Qu'est-ce qui rallume la mèche cette fois? Alors là, le facteur numéro 1 indiscutable, c'est la Chine. L'usine du monde qui décolle. Exactement, son entrée à l'OMC, son industrialisation à marche forcée, son appétit pour toutes les matières premières devient insatiable. Pour le pétrole, c'est juste phénoménal. Vous avez des chiffres? Oui, sa consommation passe de 4,6 millions de barils par jour en 2000 à 11,1 millions en 2010. Plus que doublé en 10 ans. Ça tire toute la demande mondiale. Et à ça s'ajoute un autre phénomène, la financiarisation, vous disiez. Tout à fait. Le pétrole, ce n'est plus seulement un truc qu'on brûle, ça devient une classe d'actifs financiers. Comme une action, une obligation? Précisément. Les produits dérivés sur le pétrole explosent, les fonds d'investissement, les hedge funds, les ETF, ils y mettent des milliards. Et ça déconnecte les prix de la réalité physique. Ça peut, oui. On voit une bulle se former clairement sur tout le complexe des matières premières. Les prix financiers s'envolent, parfois bien au-delà de ce que justifierait l'offre et la demande réelle. C'est vraiment une bulle spéculative. Jusqu'au crash de 2008. La chute est violente, c'est peu dire. Moins 76,6% entre juillet et décembre 2008, en 175 jours. Lehman Brothers en septembre, c'est juste l'étincelle. Tout à fait. Et cette chute, elle révèle la nature profondément financière que le pétrole a acquise. Ce n'est pas un choc géopolitique cette fois. C'est quoi alors? C'est l'effondrement de la demande économique mondiale. Le PIB mondial baisse en 2009, du jamais vu depuis longtemps. La consommation de pétrole baisse pour la première fois depuis 1983. Et à ça s'ajoute la panique sur les marchés. Tout le monde vend ses positions spéculatives en même temps. Liquidation massive. Et l'analyse, elle note une espèce de constante mathématique dans ces chutes, non? Oui, c'est une observation assez curieuse d'Europix. Les grandes chutes post-71, elles semblent toutes s'arrêter dans une fourchette de moins 70% à moins 80% par rapport au pic. On a eu moins 68,6% en 88. Moins 76,6% en 2008, moins 78,6% en 2016 après le choc du schiste, et même moins 91,5% pendant la panique du Covid en 2020. C'est régulier quand même. Ça suggère quoi? Probablement une sorte de plancher technique, peut-être lié au coût de production des producteurs les moins rentables. Quand les prix tombent trop bas, ils arrêtent de produire, l'offre se réduit et ça stoppe la chute. D'accord. Après 2008, on a eu un rebond classique jusqu'en 2013, puis nouvelle chute liée cette fois à la révolution du schiste américain. Ah oui, le fameux shale oil. Le baril retombe à 27,40 $ en janvier 2016. Encore une baisse de presque 80%. Oui, cette technologie a complètement changé la donne, inondant le marché d'une nouvelle offre. Ensuite, on a eu un dernier rebond cyclique, assez typique, jusqu'en octobre 2018. Le Brent remonte vers 86 $. Pourquoi ce rebond? En partie parce que la chute précédente avait mis en faillite pas mal de producteurs de schiste, les moins efficaces. L'offre marginale s'est un peu retirée, ça a permis au prix de respirer. Et c'est là, octobre 2018, enfin septembre-octobre 2018, l'analyse d'Europix dit que c'est le moment clé, la bifurcation. Exactement, le grand découplage. D'un côté, l'or repart à la hausse,
tensions géopolitiques, doutes sur le dollar. Oui, l'or redevient un refuge monétaire géopolitique. Et le pétrole, lui, il décroche. Il continue sa correction, le couple divorce. C'est l'image parfaite. C'est une rupture structurelle majeure après quasiment 50 ans de marche commune. Et pourquoi cette rupture? Ils ne répondent plus aux mêmes choses. Précisément, les moteurs deviennent fondamentalement différents. L'or, c'est à nouveau l'actif de la crise, de la défiance, de la multipolarité, de la contestation du dollar. Le pétrole, lui, redevient. Juste, une énergie. Principalement, oui. Mais une énergie qui est de plus en plus confrontée à la concurrence, à la transition énergétique. Son statut change. La guerre en Ukraine, c'est une bonne illustration de ça, non? C'est parfait. Le conflit fait flamber l'or, nouveau record. Ça confirme son rôle. Pour le pétrole, oui, il y a une hausse au début, mais ça ressemble plus à un frein temporaire sur une tendance de fond qui reste baissière structurellement. Ce n'est pas un nouveau cycle haussier durable qui s'enclenche. Donc ça pose vraiment la question de leur rôle futur respectif. Tout à fait. Deux trajectoires qui divergent nettement. Et la pandémie de Covid, en 2020, ça a joué un rôle là-dedans. Avec cet effondrement incroyable du baril à 16 $ en avril 2020. Ça a été un accélérateur, oui, un choc de demande absolument sans précédent. Et selon l'analyse, le rebond qui a suivi, c'était juste un rebond technique, un cycle classique, avant que la tendance de fond ne reprenne le dessus. Et un élément clé de cette nouvelle phase, c'est la Chine. Encore elle, mais dans l'autre sens cette fois. Exactement. La Chine, qui a tiré les prix pendant 10 ans, eh bien sa demande de pétrole, elle stagne depuis 2023. Ah bon? Malgré la croissance économique? Oui. Et ça, c'est nouveau et c'est structurel. La raison principale, c'est l'électrification massive des transports. On parle de 50% des ventes de voitures neuves qui seraient électriques ou hybrides rechargeables en Chine dès cette année. 50%? C'est énorme. Ajoutez les gains d'efficacité énergétique, ça change tout. Le super cycle de demande asiatique, c'est fini. Et donc l'analyse voit plusieurs signaux qui pointent vers un creux pour le pétrole en 2026, c'est ça? Oui, il y a une convergence d'éléments. D'abord, une offre qui risque d'être surabondante. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un excédent de 1,2 million de barils par jour en 2025. C'est beaucoup, hors crise majeure. D'accord. Quoi d'autre? Les politiques monétaires qui pourraient redevenir plus souples, surtout en Europe. Historiquement, ça pèse plutôt sur les matières premières. Et puis, cette accélération de l'électrification qui semble vraiment atteindre un point de bascule. Et tout ça mène à la projection centrale de l'analyse, un creux. Un creux autour de 30 $ le baril pour le Brent en mai 2026. 30 $, c'est précis. Ce n'est pas juste une estimation. Non, ce n'est pas sorti d'un chapeau. Ça repose sur l'identification d'un cycle long d'environ 28 ans. Comment ça? Il y aurait eu un premier grand cycle, hausse des années 70, baisse jusqu'au creux de 1998. Ça fait 28 ans. Et un second cycle qui aurait démarré en 1998 et qui se terminerait en 2026, encore 28 ans. Une sorte de répétition des grands cycles. Un peu comme une structure fractale, oui. L'idée que les grands mouvements de prix obéissent à une certaine géométrie temporelle observée dans les données historiques. C'est audacieux, mais c'est basé sur l'analyse de ces 54 ans de données. D'accord. Si ce creux à 30 $ arrive en 2026, est-ce que ce sera différent des autres creux, 98, 2008, 2020? Est-ce que ça marquerait une rupture plus profonde, le début de la fin, quoi? C'est la grande question. L'analyse suggère que oui, ça pourrait être plus structurel cette fois, mais elle reste prudente. Elle souligne que la transition énergétique, elle est réelle, mais elle avance à des vitesses très différentes. Où ça avance vite? En Chine, clairement, l'électrification des voitures, c'est massif, c'est voulu par l'État, et on voit déjà l'impact sur la consommation de pétrole. C'est concret. Et en Europe? On parle beaucoup de Green Deal. Oui, l'ambition politique est là, mais dans les faits, c'est plus lent. L'électrification des voitures, on est autour de 20% des ventes, pas 50%. Ça bute sur les coûts, les infrastructures de recharge. Alors, la rupture viendrait d'où en Europe? Peut-être plus de l'hydrogène vert, des piles à combustible, notamment pour l'industrie lourde, les camions, les bateaux. Mais là, on parle de technologies qui sont encore loin d'être matures et compétitives à grande échelle. Les défis sont énormes. Donc, même après 2026, le pétrole ne va pas disparaître. Non, l'analyse ne parle pas d'effondrement total et immédiat, plutôt de l'entrée dans une nouvelle ère. Peut-être en plateau bas, durable. Une fourchette de prix. Oui, disons, peut-être entre 30 et 60 $ le baril à long terme, parce que le pétrole restera essentiel pour plein de choses. Comme quoi? La pétrochimie, tous les plastiques, les engrais, etc. L'aviation long courrier, le transport maritime.
des secteurs très difficiles à décarboner rapidement. Et la géopolitique là-dedans? Les pays producteurs, ils vont faire quoi si les prix restent bas? Ils anticipent déjà. Regardez l'Arabie Saoudite avec son plan Vision 2030. Les Émirats aussi. Ils investissent massivement pour diversifier leurs économies, pour préparer l'après-pétrole. Ils utilisent la rente pétrolière actuelle pour financer la sortie de la rente pétrolière. Exactement. Même si cette rente diminue, elle restera sans doute importante pendant encore un certain temps. Pour l'Europe, le défi est inverse. C'est assurer sa sécurité énergétique avec des renouvelables intermittents, développer les technologies d'avenir comme le stockage, l'hydrogène. C'est un défi colossal pour notre souveraineté. Donc, pour résumer ce parcours incroyable, le pétrole, c'était une énergie, puis une arme géopolitique, puis un actif financier, et maintenant, il redevient une énergie, mais... Une énergie parmi d'autres, dans un mix en pleine diversification et de plus en plus contrainte par le climat. Et cette divergence avec l'or depuis 2018, c'est vraiment le signal clé de tout ça, non? C'est probablement le signal le plus net d'une réorganisation profonde du système énergétique et même financier mondial. Le pétrole semble perdre sa couronne, oui. Mais attention, les transitions énergétiques, c'est toujours long et compliqué. Le rythme exact, c'est la grande inconnue. Bon, pour conclure cette exploration de plus d'un demi-siècle d'histoire pétrolière, ce que nous dit l'analyse d'Europix, c'est que le destin de l'or noir est vraiment hors norme. Roi de la géopolitique dans les 70, star des marchés financiers dans les années 2000, il semble maintenant entrer dans une phase où il redevait une énergie, mais une énergie contestée, face à la montée des alternatives. Et cette projection d'un creux à $30 en mai 2026, c'est un peu le symbole de ce basculement. Un basculement potentiellement structurel, oui. L'âge d'or du pétrole roi semble toucher à sa fin. L'ère de la diversification énergétique, elle, ne fait que commencer. Tout à fait. Mais peut-être une dernière pensée pour prolonger un peu la réflexion. Oui, bien sûr. Si l'analyse pointe bien vers une transition structurelle, vers un rôle moins central du pétrole, il faut quand même se méfier des trajectoires trop linéaires. L'histoire de ce marché nous a appris à être humains. C'est-à-dire ? Les investissements nécessaires pour déployer massivement les alternatives, l'hydrogène vert, les réseaux intelligents, le stockage d'énergie, c'est gigantesque. Surtout en Europe, des centaines, voire des milliers de milliards. C'est vrai. Crises géopolitiques ou simplement le coût faramineux de cette transition ne viennent freiner, voire perturber cette belle trajectoire vers le bas. Le pétrole pourrait faire de la résistance. Ou connaître un déclin plus volatile que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Son règne pourrait durer un peu plus longtemps, ou du moins être plus agité que ce que les tendances actuelles suggèrent. C'est une question qui reste ouverte, je crois.